Donc, bonjour à tous et bienvenue sur cette webconférence Vie mon métier que j'ai plaisir de co-animer avec l'association La Mêlée, organisée dans le cadre de la troisième édition de la Semaine du numérique. Donc, je vais laisser Amandine se présenter. Bonjour à tous et merci d'être là ce matin. Amandine Reynaud, responsable de l'association La Mêlée sur Montpellier. La Mêlée est une association qui, depuis 20 ans, accompagne la transformation digitale des entreprises et des organisations dans toute l'Occitanie et qui est très engagée en faveur de l'emploi et de l'information sur les métiers du numérique. C'est justement pour ça que nous sommes là ce matin en partenariat avec Pôle emploi. Et merci de l'invitation. Et je me présente à mon tour. Donc, Fanny Codorin, je suis chargée de recrutement sur le secteur IT, donc sur l'agence de Pôle emploi Montpellier-Castelnau. Donc, mon métier consiste à accompagner les recruteurs issus de ce secteur d'activité dans leur démarche de recrutement. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons choisi de présenter deux métiers porteurs issus du secteur du musique. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Niem Pierre, PDG de Cyberbeam Consulting, qui nous présentera le métier de product owner, et Monsieur Victor Bozadiev, qui témoignera de son activité en tant que salarié, administrateur système et réseau, qui il travaille actuellement à la Mutuelle des Motards de Montpellier. Donc, on rappelle aux internautes que vous avez la possibilité de poser vos questions via le chat. On essaiera de répondre à toutes vos questions au fil du webinaire. Donc, nous allons démarrer avec Monsieur Niem. Donc, bonjour Pierre Niem. Tout Bonjour d'abord, Fanny merci de Colorens. participer à cette webconférence. Vous vous dirigez depuis quelques années du Cyberbeam Consulting. Parlez-nous de votre parcours et de votre société. D'accord. Alors, j'ai un parcours assez long dans l'IT et dans l'écosystème montpelliérain. Donc moi, j'ai commencé en 98. J'ai travaillé dans le web. C'était les prémices du web en France. J'ai fait aussi le même métier que l'autre intervenant. J'étais aussi administrateur système à l'époque. Ensuite, j'ai switché sur le hardware. J'ai travaillé pour une grosse société informatique sur du gros matériel, sur des systèmes serveurs, des grosses machines. J'ai travaillé ensuite dans la GMAO, donc c'est la gestion assistée par ordinateur. Ça touche la grosse industrie, le nucléaire, les hôpitaux, l'armée. J'ai travaillé beaucoup dans les bases de données. J'ai fait aussi un peu de recherche au laboratoire de recherche robotique de Montpellier. Après, j'ai travaillé dans l'innovation pour une biotech. J'ai fait un petit peu autre chose que de l'informatique, du coup. C'était vraiment c'est assez intéressant. Après, j'ai retravaillé à nouveau dans l'informatique en tant que chef de projet pour un gros éditeur. J'ai travaillé en cybersécurité pour une grande banque. J'ai travaillé ensuite pour le traitement de l'obsolescence des parcs informatiques et logiciels pour la Poste, et ainsi que sur une partie DevOps, qui est aussi un métier informatique, en tant que directeur de projet. Et après, j'ai été directeur de projet pour une autre société, un grand éditeur. Et après, j'ai commencé à passer un petit peu de l'autre côté, c'est-à-dire que j'étais souvent consultant, et j'ai commencé à faire du recruiting l'année dernière, et puis j'ai créé ma société. Voilà. Parlez-nous justement un petit peu de votre société aujourd'hui. Alors, ma société, en fait, elle est issue d'un constat que j'ai eu au fil des années de mon expérience. C'était qu'effectivement, pour l'IT, on est confronté à des problèmes de recrutement déjà on va dire sur les besoins. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de demandes et pas toujours les personnes qui vont en face, parce qu'il y a une grosse pénurie là-dessus. Et surtout, souvent, les profils qui nous étaient adressés quand on faisait du recrutement n'étaient pas forcément ceux que l'on recherchait. Il y avait un manque, en fait, parce que le recrutement de personnes techniques, en fait, se fait souvent par des gens qui font du recruiting de n'importe quel métier. Et pour l'informatique, il faut vraiment, j'allais dire, des compétences techniques. C'est vraiment spécialisé. Voilà. Et donc, l'idée, c'était d'apporter peut-être ce savoir-faire, parce que j'étais issu de l'IT, notamment aux clients et aussi aux consultants, parce que du coup, ça leur permet de connaître la mission exacte sur laquelle ils vont aller quand ils font du consulting, et pas arriver sur des missions qui ont été interprétées parfois par des gens qui ont un bagage commercial et beaucoup moins technique. Et du coup, ça apporte satisfaction, j'allais dire, aux deux parties. Voilà. Très bien, c'est très intéressant votre parcours.
Ça montre aussi que vous êtes issus de différents univers, donc c'est comme quoi l'informatique est accessible à tous. Mais si on se recentre un petit peu sur le métier de product owner, qu'est-ce que vous pouvez un petit peu Alors, nous expliquer? oui, C'est alors quoi? le métier de product owner, c'est un métier qui est vraiment en train d'exploser côté IT. Alors, pour pouvoir en parler, il faut aussi expliquer un petit peu une mouvance. Donc, ça va être le fait qu'on travaille avec la MIE, ça peut être intéressant. Il y a une grosse transformation, on va dire, de tout ce qui est développement informatique, par exemple, qui se fait de plus en plus en utilisant des méthodes qu'on appelle des méthodes agiles. Donc, le métier de product owner, en fait, c'est un des, on va dire, il y a trois fonctionnalités, enfin, trois métiers différents souvent qui sont regroupés dans ces méthodes-là. Et donc, le métier de product owner en fait partie. La méthode la plus connue, c'est la méthode Scrum, donc qui veut dire la mêlée, du coup. Donc, c'est pour ça que c'est assez marrant qu'on parle de ça. Et le Scrum Master, effectivement, est quelqu'un qui peut être quelqu'un qui n'a jamais fait d'informatique. Et du coup, c'est là où c'est intéressant parce que ça touche vraiment un large public, puisque, j'allais dire, n'importe qui peut prétendre à être product owner à un moment donné. Il y a juste, on va dire, quelques qualités à avoir sur le plan humain et je dirais aussi sur le plan de l'esprit, c'est-à-dire qu'il faut savoir pouvoir faire des synthèses, faire des compromis aussi, des choses comme ça. Et on va en parler un petit peu plus, de manière un peu plus étalée si vous voulez. Mais voilà, ce qui est important de comprendre, c'est que aujourd'hui, ce métier-là, c'est quelque chose qui m'est beaucoup demandé, moi, par mes clients. Et je pense que là où c'est intéressant, c'est que… Ah, on a perdu… bon, c'est pas grave. Là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, on a la possibilité, comme je vous disais, d'avoir des gens aujourd'hui qui sont product owners, qui sont issus à la base de formations totalement différentes. Moi, j'ai eu des gens qui étaient comptables avant, des gens qui étaient des commerciaux, des gens qui n'avaient pas fait forcément d'études préalables. Donc voilà, en gros, c'est vraiment quelque chose qui Donc, peut… finalement, pour être product owner, peu importe le parcours que l'on a exercé, Hmm. on n'a pas forcément besoin d'une formation spécifique pour exercer dans cette activité. Alors non, il n'y a pas besoin de formation spécifique. Par contre, vous avez quelques connaissances à acquérir, notamment sur les méthodes agiles, puisque comme je l'ai expliqué, c'est en fait un product owner sans méthodes agiles, ça ne peut pas exister en gros. C'est un métier qui est vraiment issu de ça. Donc ça veut dire qu'il faut apprendre sont les méthodes agiles. Donc il y en a un très grand nombre. Il faut savoir que la plus répandue, c'est justement Scrum. Donc voilà, je dirais s'il y en a qu'une à apprendre, c'est celle-ci. Et si vous apprenez vraiment comment fonctionne Scrum et que vous avez voilà, un certain bon sens, vous pouvez prétendre à être product owner. Alors bien sûr, il est conseillé de passer des certifications pour que votre employeur en fait soit, j'allais dire, ait le label comme quoi vous êtes bien product owner. Donc ça, c'est des formations qui sont assez courtes. Mais par contre, effectivement, il n'y a pas de vrai cursus, j'allais dire, pour devenir product owner. Voilà. D'accord. Donc, finalement, quelles sont les compétences nécessaires pour exercer ce métier? Vous avez parlé effectivement de méthodes agiles, Scrum, Mm. mais est-ce qu'on a d'autres compétences attendues par les Oui, employés? j'allais dire même, Scrum, on va dire, c'est la méthode voilà, qui va simplement guider votre manière de travailler. Par contre, vous avez vraiment des aptitudes à avoir. Donc déjà, la première, c'est avoir du tact, je dirais, parce qu'en fait, vous allez devoir manager un petit peu les besoins de quelqu'un, éviter la frustration et travailler en équipe avec votre équipe. Donc, vous avez besoin d'être diplomate aussi, justement, parce que voilà, quand on dit non à quelqu'un, il faut pouvoir lui expliquer, il faut pour qu'il puisse accepter. Il faut que vous ayez aussi la possibilité, enfin, que vous ayez aussi, j'allais dire, dans votre savoir-être, une écoute active. Un product owner, ce qu'il fait en priorité, c'est traduit aussi par son nom, donc on va dire, il va posséder le produit. Ça veut dire qu'en gros, dans l'informatique, un produit, ça peut être un logiciel, ça peut être en fait, en général, un besoin. Ce besoin-là, il va falloir aller le chercher auprès de vos clients, qui peuvent être l'entreprise, qui peuvent être des clients externes, qui peuvent être un service de l'entreprise. Et donc, il faut savoir recueillir un besoin de manière, j'allais dire, complète, sans influencer la personne qui va vous émettre son besoin. Il faut aussi savoir lui dire non. Donc ça, c'est très important parce qu'un product owner, en fait, on va dire dans sa journée quotidienne, au départ, lorsqu'il récupère ce besoin, il va devoir pouvoir
créer une espèce de liste dans laquelle il va ranger en fait toutes les demandes qu'on va lui faire. Et c'est cette espèce de liste qu'il va créer, il ne peut pas tout mettre dedans. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont demander quelque chose qui peuvent être des idées intéressantes, mais parfois ces idées, des fois, elles sont un peu farfelues. Donc, il faut pouvoir dire non, on ne va pas pouvoir faire ça. Qui plus est, il va devoir aussi ordonnancer ces idées-là, c'est-à-dire leur donner, les ranger par ordre de valeur. La valeur, elle peut être à la fois fonctionnelle quand c'est un logiciel et elle peut être aussi à la fois métier. C'est-à-dire qu'on va peut-être prioriser une fonctionnalité qu'on nous a demandé qui va apporter beaucoup en fait sur le plan business, c'est-à-dire qui va peut-être être avec une grosse valeur ajoutée et la mettre en premier, au détriment peut-être d'une fonctionnalité qui est peut-être plus intéressante techniquement, mais qui a moins de valeur. Voilà. Donc son métier, c'est vraiment de savoir organiser et prioriser les choses. Il a besoin de savoir s'exprimer aussi, puisque justement, il va devoir discuter avec les différentes parties prenantes. Et là, on n'en a pas parlé, mais il discute également aussi avec les équipes de développement. Donc, ça veut dire qu'il doit alors vulgariser, entre guillemets, ce qui a été demandé par le métier, c'est-à-dire, en général, quand vous êtes développeur, des fois, vous ne connaissez pas le métier de tout le monde, ce qui est normal. Et donc, il va falloir vous expliquer de manière simple, en fait, un besoin qui parfois est très compliqué. De la même manière, il va falloir être l'intermédiaire aussi entre les équipes de développement qui vont avoir des contraintes techniques et qui vont dire parfois que certaines choses ne sont pas faisables. Et donc, à ce moment-là, il va falloir contacter vos parties prenantes et pouvoir leur expliquer que ce qu'ils ont demandé, en fait, on va pouvoir soit pas le faire, soit le faire peut-être d'une autre manière. Et l'idée, c'est de faire progresser le produit au fil de l'eau et de l'améliorer tous les jours. Voilà, voilà à peu près, j'allais dire, les différents savoir-faire que doit maîtriser un product owner. Donc finalement, c'est pas nécessaire de maîtriser les langages informatiques pour être product owner. Non, non, pas du tout. On est bien voilà, un product owner, il est assimilé à ce métier, au métier de développement informatique, donc c'est important votre témoignage. Un product owner, en fait, c'est quelqu'un qui est souvent issu d'un métier. Alors, historiquement, c'était des gens qui étaient parfois chefs de projet parce que ils étaient dans l'entreprise et c'est des entreprises qui ont évolué justement vers des méthodes agiles. Alors, dans les méthodes agiles, il n'y a pas de chef de projet. Donc, par contre, son métier, en fait, souvent fait que une partie, en tout cas, de celui-ci était de recueillir le besoin. Donc, ça veut dire qu'il a une certaine aptitude à faire ça. Donc, la seule différence pour lui, c'est que déjà, il ne va pas forcément piloter l'équipe de développeurs, puisque le chef de projet n'existe plus dans Scrum. Par contre, lui, il va recueillir le besoin et formuler ses besoins sous un format un peu particulier qui est lié à la méthode qu'on appelle des user stories. C'est-à-dire que, en gros, il va découper les besoins en toutes petites fonctionnalités. Et ces toutes petites fonctionnalités, elles vont faire un enchaînement de grosses fonctionnalités qui feront ensuite le produit. Voilà. D'accord. Et justement, quelle est la journée type d'un product owner quand il arrive au travail? Est-ce qu'il consulte ses équipes? Est-ce qu'il va directement sur le terrain? Comment ça se passe une journée? Alors, je dirais que ça dépend de l'avancement du projet. Au démarrage, il y a du recueil de besoins. Donc, ça veut dire que la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va voir avec ses parties prenantes un petit peu. Il ne pourra pas toutes les voir en même temps. Il va organiser un peu son temps comme ça et échanger avec toutes les parties prenantes parce que lui, en fait, il est garant du produit. Ça veut dire qu'il faut que tout le monde ait parlé, tout le monde ait donné son avis et tout le monde ait exprimé son besoin. Donc ça, j'allais dire, c'est la journée type du démarrage du projet. Ensuite, une fois qu'il a fait ça, comme on l'expliquait tout à l'heure, il va faire une espèce de liste avec un genre de file d'attente dans laquelle il a priorisé des besoins et il va transmettre ça à l'équipe de développement. Et il va leur dire, bon, voilà tout ce que j'ai, on va en choisir quelques-unes et il va négocier, entre guillemets, avec l'équipe de développement pour savoir combien de fonctionnalités de la liste on va pouvoir prendre. Donc, au fil du temps, en fait, son recueil de besoins, bien qu'il est quotidien, il va être un peu moins régulier, puisqu'il a quand même déjà pas mal de choses à traiter avec l'équipe de développement. Et donc, une fois, on va dire que cela est lancé, ce qui se passe souvent, c'est que le matin, comme vous le disiez, il se passe, donc dans Scrum, c'est un genre de rituel qu'on appelle, qui est une réunion qui se fait debout, dans lequel chacun peut prendre quelques minutes pour expliquer où il en est de l'avancement de son projet, et enfin de la partie qui lui a été confiée, je veux dire.
Et le Product Owner, pardon, est là pour aussi écouter l'avancement du projet. Alors, il ne doit pas intervenir. Des fois, même, il n'est même pas invité. Ça dépend des structures. Mais par contre, l'idée, c'est qu'il puisse savoir un petit peu quand même où on en est pour savoir si on a pris du retard sur des parties qui étaient très urgentes, pour pouvoir justement anticiper ça et peut-être discuter aussi par la suite avec ces parties prenantes. Ou même faire évoluer parfois leurs demandes, puisque dans ces méthodes-là, l'objectif des méthodes agiles, ça on n'en a pas parlé au départ, c'était aussi d'éviter les effets tunnels. C'est-à-dire que à l'époque, quand on faisait un produit, on demandait tout un tas de choses. Donc, on essayait de faire ce produit, ça pouvait prendre des mois et des années, et à la fin, on livrait le produit en entier. Là, comme on est par incrément, ça permet d'avoir des retours réguliers entre les parties prenantes et les équipes de développement. Voilà. Donc, la journée type d'un product owner, elle est quand même très variée, il fait beaucoup de choses, et surtout, il discute avec tout le monde. C'est surtout ça, j'allais dire, son métier principal. Alors, bien sûr, il y a du technique, hein. Il doit aussi tester un petit peu ce qu'on lui donne, parce que des fois, entre ce que lui a dit et ce qui a été fait par les équipes de développement, des fois, il y a un petit gap, et il faut que ce gap soit le plus petit possible. On peut se rendre compte aussi que quand on nous livre quelque chose, que ce qui avait été demandé par le client, finalement, ce n'était pas forcément pertinent. Donc, il peut décider, le product owner, de dire, bon, finalement, cette fonctionnalité-là, on va l'enlever. Par rapport aux besoins que j'ai compris du client, ça ne va pas convenir. Donc, il a cet arbitrage à faire très régulièrement. Et il est garant du produit, en fait. Hein. Donc, c'est lui qui est le responsable du bon fonctionnement du produit à la fin. Et justement, si vous aviez des conseils à donner à quelqu'un qui débute, lesquels seraient-ils? Alors déjà, je dirais, ce qui est très important, c'est qu'un product owner, bon, le titre, il est bien, mais en fait, on apprend par l'expérience. Donc, ce que je vous conseillerais, c'est déjà, vous avez alors même pendant la pandémie, hein, maintenant ça se fait online, vous avez des regroupements de thématiques, en fait, notamment dans ce qu'on appelle les meet-up. Donc, c'est des petits événements qui sont organisés par ça peut être vous et moi, ça peut être des gens qui ont une passion quelconque, et vous en avez beaucoup qui touchent à l'agilité. Et donc, l'intérêt de ces meet-up, c'est que souvent, on échange de problématiques. Et donc, vous pouvez avoir des product owners qui discutent un petit peu aussi entre eux. Ben voilà, nous, on a eu telle problématique, on l'a résolue de telle manière. Et l'idée, c'est vraiment d'apprendre de l'expérience des autres. Deuxième point, je vous dirais aussi que le problème que vous allez avoir quand vous commencez en tant que product owner, c'est d'avoir une certaine crédibilité. Parce que comme je vous l'ai dit, la formation, il n'y en a pas forcément et on va vous demander plutôt de l'expérience. Et donc, si vous n'avez jamais commencé, l'expérience, vous n'en avez pas. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de cibler les entreprises d'une certaine taille où vous pouvez voir en fait qu'ils recherchent ce qu'on appelle des proxy product owners. Alors, le proxy product owner, ce n'est pas un vrai poste Scrum. Par contre, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est un genre d'assistant product owner. Donc, ça permet d'acquérir une expérience par ce biais-là. Et à partir de là, vous allez pouvoir démarrer plus sereinement. Parce qu'effectivement, on peut avoir au départ un petit peu comme toujours quand on commence un nouveau métier, quelques appréhensions. Et là, ça permet d'être dans le métier, mais j'allais dire un peu décalé, puisque quand vous êtes proxy product owner, vous n'êtes pas responsable en fait du produit, vous êtes simplement un assistant qui va pouvoir faire à peu près les mêmes tâches qu'un product owner, mais il ne va pas avoir la responsabilité si jamais il y a quelque chose qui ne correspond pas aux besoins. Et regardez surtout aussi, il y a beaucoup de tutoriels sur Internet, notamment un qui parle beaucoup de tout ce qui est méthode agile, qui s'appelle Scrum Life. C'est intéressant pour les gens qui veulent faire du product owner. Et puis, regardez sur le net, il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir vous préparer. La certification, en général, elle se passe en 2 jours. Donc, vous avez une formation accélérée et la certification. Donc, il y a différents niveaux de certification, mais j'allais dire le premier est souvent suffisant. Par contre, documentez-vous, regardez un petit peu ce qui se fait, regardez les problématiques des gens, parce que c'est ça en fait qu'on attend d'un product owner, c'est quelqu'un qui va savoir gérer des gens en fait, hein, parce que c'est ça, c'est gérer de l'humain, et donc ça ne s'apprend pas forcément directement dans un cours, ça s'apprend par l'expérience. Voilà. C'est important ce que vous dites, effectivement, on le sait, dans le secteur du numérique, les métiers évoluent, les techniques évoluent, donc c'est très important effectivement de toujours s'auto-former et de utiliser des outils en ligne pour continuer à se former. Donc c'est très intéressant ce que vous dites, et vous avez bien cité un nouvel outil pour les futurs product owners, c'est intéressant. Et quels soft skills vous semblent nécessaires pour convaincre lors d'un entretien? Alors déjà, il faut que vous parliez de manière distincte, posée,
et que vous écoutiez votre interlocuteur. C'est très important parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, c'est la base même du métier, c'est aussi écouter. Donc, il faut que pendant votre entretien, en fait, lorsque vous êtes en face d'un recruteur qui cherche un product owner, il sente que quand il vous pose des questions, en fait, vous ne vous lancez pas sur votre… voilà, vous lancez un script, vous partez et c'est fini. L'idée, c'est que vous l'écoutiez vraiment, c'est-à-dire que vous parlez et vous lui laissez le temps de parler, vous vous arrêtez, vous l'écoutez. Et donc, ça montre votre aptitude à écouter, en fait. Voilà. Et je pense que c'est… Il n'y a pas de secret particulier, j'allais dire, pour passer un entretien en tant que product owner, mais voilà, ça fait partie des éléments qu'on va analyser quand on va vous interroger pour ce poste. Et puis, n'hésitez pas à donner des petites anecdotes que vous auriez pu avoir avec des… alors, ça peut être de la vraie vie, hein, parce que product owner, à un moment donné, même si vous n'avez pas le titre, ben, vous avez toujours à un moment donné enfin, dans votre vie courante, j'allais dire, quelqu'un qui va vous demander quelque chose et à qui vous allez dire c'est pas possible, ou alors vous allez essayer de transformer pour que ben, ça soit possible, mais que ça soit pas exactement ce qu'il avait demandé au départ. Voilà. Et donc, c'est montrer des petits éléments comme ça d'expérience qui vont faire penser, en tout cas aux recruteurs, ben, que vous avez les épaules pour pouvoir faire ça dans sa société, en fait. Voilà. D'accord. Et justement, en termes de salaire, est-ce qu'on connaît un petit peu les salaires pratiqués pour des product owners ou une fourchette? Alors, je vais vous donner une fourchette parce qu'en fait, c'est assez variable. Et puis, bon, je vous dirais aussi, ça dépend aussi en région. Mais disons qu'un product owner qui démarre, il peut demander environ 34 000 € brut au départ. En région, vous allez plafonner aux alentours de 50 000 € brut. Et par contre, vous pouvez aller beaucoup plus loin après sur des salaires avec des fois, si vous travaillez en remote, soit en région parisienne, soit même aux États-Unis, si vous parlez anglais, vous allez pouvoir taper dans les plus de 100 000 €. Hein. Donc, c'est des salaires qui sont très rémunérateurs. Et comme je le disais, en fait, ce qui va faire la différence, ça va être votre seniorité par votre formation. Que vous soyez ingénieur ou vous ne le soyez pas, que vous ayez fait de l'informatique ou pas, c'est vraiment votre seniorité, l'expérience que vous avez acquise qui va faire que votre salaire sera plus ou moins important. Voilà. Très bien. Justement, vous avez dit parler anglais, c'est un plus? Être bilingue en anglais, Alors, en demandé? France, non. Bizarrement, en France, bon, on va utiliser beaucoup de termes anglais, mais ce sont des termes simplement nominatifs. Donc là, product owner, oui, on ne dit pas le mot français pour dire ça. Dans Scrum, vous avez beaucoup de termes anglais. Par contre, même si vous ne parlez pas du tout anglais à part ces termes-là, vous allez avoir aucun problème en France, parce qu'en France, la culture de l'anglais, c'est pas forcément, même si on est dans des domaines informatiques, c'est pas une obligation. Par contre, si votre objectif, c'est voilà, de taper dans des très grandes sociétés, d'avoir un salaire à 3 chiffres, parce que ça peut être le cas, là, par contre, l'anglais, oui, c'est très important, parce que la pandémie l'a montré aujourd'hui, on travaille tous en télétravail. Donc, ça veut dire que vous avez possibilité de travailler sur des plateformes notamment qui proposent des postes en fait, qui sont aux États-Unis, mais en France, bien sûr. Et donc, à partir du moment où, parce que ça, on ne l'a pas forcément dit, mais product owner, c'est mieux quand c'est en physique, mais c'est un métier qui peut très bien être fait complètement en remote. Donc, ça veut dire que potentiellement, vous pouvez travailler n'importe où. Donc, voilà. Donc, il faut aussi voir ça. Donc, c'est vrai que l'anglais, ça peut vous ouvrir cette porte-là. Ça vous permet de travailler à l'international. Merci, Monsieur Miem. Je ne sais pas vous, mais ça m'a bien donné envie. Ce métier de product owner est très intéressant. Donc, vous l'aurez bien tous compris que ce n'est pas forcément nécessaire d'être issu du secteur de l'informatique pour exercer, mais être très à l'écoute et travailler en équipe avec les équipes de développement sont des qualités requises pour exercer ce métier. Merci à vous. Est-ce que nous avons des questions au niveau du chat? Tout à fait. Alors, on a une question de Michel qui nous demande: est-ce que l'employeur d'un product owner est forcément une société de conception de logiciels? Non. Non, pas du tout. En fait, moi, pour vous expliquer, en gros, un product owner, c'est quand même quelqu'un qui va connaître le métier et simplement travailler avec des équipes techniques. Alors, ça peut être aussi, par exemple, dans l'industrie. Ça ne sera pas du logiciel, par exemple. Donc, on parlait des méthodes agiles. Les méthodes agiles ont été introduites par des sociétés japonaises dans l'industrie au départ.
Donc, c'est vrai que c'est le plus souvent, effectivement, c'est quand même des sociétés de logiciels ou de développement ou des choses comme ça, dans lesquelles on fait des produits informatiques. Mais ça peut être aussi des produits de tous les jours. Vous pourriez très bien avoir un product owner dans une société qui fabrique des robots, qui fabrique des voitures, parce que vous traduisez un besoin avec des équipes techniques qui vont le réaliser, voilà, avec des itérations. Alors, c'est vrai que c'est plus adapté, pour le coup, au logiciel, mais ça peut exister dans des structures qui ne font pas de logiciel. Parfait, merci Monsieur Niem. Je ne vois pas de nouvelles questions. Pas pour l'instant, on pourra revenir sur les questions après l'interview de Victor. Si vous en avez, surtout, n'hésitez pas à les poser à Pierre dans le chat. Nous restons tous jusqu'à la fin du webinaire. Alors maintenant, on va passer à l'interview de Victor Bozadjev. Donc, bienvenue Victor et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes administrateur système et réseau à la Mutuelle des Motards. C'est bien ça. À Pérols, pour être exact, c'est à côté de Montpellier. En effet. Donc, j'ai quelques questions à vous poser pour aider les demandeurs d'emploi à mieux comprendre votre métier et peut-être à penser à s'y orienter. Est-ce que vous voulez, pour commencer, vous présenter, nous parler de votre parcours professionnel et puis de votre société, bien évidemment? Oui, bien entendu. Je vais commencer par l'essentiel du début, donc ma formation. Donc, j'ai un master en informatique de la faculté des sciences de Montpellier, qui m'a donné la voie d'administrateur réseau et sécurité. Je me suis orienté plus sur cette route au début. Donc, c'était quand même un parcours un peu entre le pratique et le théorique. Donc, c'était orienté voilà, sécurité, réseau et système, bien entendu. Comme tout master, ça se termine en général par un stage de fin d'études de 6 mois en entreprise. Donc, c'est un élément clé, c'est essentiel dans le parcours. Parce qu'en général, les entreprises gardent les stagiaires. Ils prennent pas des stagiaires juste pour 6 mois. En général, le but, c'est de garder le cadre, le cadre fraîchement diplômé. Surtout s'il convient, voilà, c'est rare que ça convienne pas. Donc, c'est une espèce de premier emploi, le stage de fin d'études de 6 mois, qui est très, très important. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Donc, j'ai fait mon stage de fin d'études dans une société qui m'a finalement gardé par la suite. Donc, ça, c'était une de mes expériences professionnelles. Donc, j'ai changé par la suite pour, après quelques années, atterrir à l'assurance mutuelle des motards. Où j'exerce le métier d'administrateur réseau et sécurité. Donc, chez nous, c'est un peu cloisonné, la partie système et réseau. Donc, la partie système, il y a un administrateur dédié qui fait du système et du stockage. Excusez-moi, je fais un peu de technique. Je ne sais pas si je peux attaquer de suite. Allez-y, allez-y. Donc, et puis, il y a le métier de réseau et sécurité. C'est cloisonné comme ça, mais tous les métiers de ce type se chevauchent un peu. Donc, que ce soit les systèmes, les réseaux, et puis par-dessus, la sécurité. La sécurité, elle touche aussi bien qu'au système qu'au réseau. Donc, c'est 3 domaines qui se chevauchent fortement, en fait. Et quelqu'un qui a des compétences dans un domaine a forcément des compétences dans l'autre. Celui qui a des notions en sécurité, il peut les appliquer au système aussi bien qu'au réseau. Donc, j'exerce ce métier, ça va faire maintenant 10 ans à l'assurance mutuelle des motards. Donc, au début, au-dessus de moi, j'avais le RSSI, donc c'est le responsable de la sécurité des systèmes d'information. Qui m'a approuvé pour ce poste, qui m'a trouvé à l'époque. Et voilà. En général, c'est un métier assez technique où la personne est en général seule. Donc, s'il y a quelqu'un qui fait du backup, en général, c'est rare qu'il y ait des 2 ou 3 personnes à ce poste-là, surtout si c'est des PME. Donc, moi, actuellement, je suis seul à mon poste pour l'administration du réseau et de la sécurité. Je m'occupe des deux domaines. Voilà, c'est un parcours assez simple de mon côté. Donc, une formation universitaire, Bac+5, plus après, directement. Voilà, au début, c'est un peu, voilà, il vaut mieux sécuriser son stage de fin d'études en fait pour son premier emploi. Voilà. En général, ça se passe comme ça. Donc ça c'est mon expérience professionnelle assez simple. Voilà.
Donc, le métier administrateur système et réseau, finalement, c'est quoi sa journée type? C'est quoi son quotidien de manière la plus concrète et compréhensible possible D'accord. par Donc, exemple? toute entreprise a des contraintes de disponibilité des systèmes, du réseau, des contraintes de niveau de sécurisation des systèmes d'information. Donc, ça passe fortement par un état des systèmes et des réseaux, donc par la supervision. Donc, la journée type, c'est quand on commence, même avant le travail, c'est on regarde les alertes de supervision, en fait. Est-ce que tout est fonctionnel? Est-ce que voilà, tous les voyants sont verts pour voilà. Donc et puis c'est un peu euh, la journée. Après, il faut organiser sa journée entre des projets et des demandes de clients. Donc les clients en général de mes clients, c'est des gens de la hotline ou bien des gens des métiers, donc qui ont des demandes précises qui ne se font pas en mode projet. Donc, ça, c'est des demandes qui sont gérées en général par des tickets, donc à la hotline ou des choses comme ça. C'est des demandes ponctuelles. Voilà. Et puis, il y a plein d'autres projets, donc d'évolution des systèmes, de renouvellement des systèmes, de remplacement des systèmes, de travail avec les prestataires. Voilà, tout le reste, c'est en mode projet qu'il faut mener en parallèle des tâches quotidiennes. Donc, la tâche quotidienne, c'est la supervision et la maintenance des systèmes et des réseaux en mode opérationnel correct. Voilà. Et puis, il y a le mode projet qui est sur des systèmes, sur les réseaux, donc intégration. En général, c'est de l'intégration. Voilà. Tout ce qui est mode projet, c'est de l'intégration. Maintenance, mise à jour, voilà. Tout ça se fait en mode projet. Donc, mode projet plus demande ponctuelle. Voilà. Et puis, voilà, maintenance en mode voilà, de fonctionnement. Donc, gestion de projet, intégration. Est-ce que vous voyez d'autres compétences clés qui sont nécessaires pour exercer votre métier? C'est le métier d'administrateur système et réseau, d'ailleurs, c'est un métier hautement technique. Hein. Donc, quand vous commencez, donc les débuts se passent vraiment par une maîtrise des concepts de base, que ce soit en système ou en réseau. Donc, en système, c'est l'architecture des systèmes, puis en réseau, c'est les protocoles de communication, par exemple. Je vais vite. Hein. Donc, il faut maîtriser les concepts de base et puis les appliquer. Donc au début, c'est vraiment des maîtrises techniques, des compétences techniques. Et puis, au fur et à mesure que les profils évoluent, les entreprises ont des exigences particulières en termes d'éditeurs de produits, que ce soit des éditeurs au niveau système, donc de logiciels, voilà, ou au niveau réseau, donc par exemple dans le domaine de la commutation, par exemple. Voilà. Ou bien quand vous êtes sur le domaine de la sécurité qui est par-dessus les deux. Hein, donc là c'est des éditeurs en sécurité. Tout à l'heure, dans la description du métier de product owner avec Pierre, on parlait des méthodes agiles, de la méthode Scrum notamment. Est-ce que c'est une composante de votre métier et si oui, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu Non, pas du tout. Moi, je travaille en directe collaboration. Par exemple, on a des équipes de développeurs chez nous. Donc, je travaille en étroite collaboration avec les développeurs. Donc, ou d'ailleurs le Scrum Master, par exemple, pour pas le nommer. Mais moi, voilà, c'est mes clients, en fait. Donc, dès qu'il y a un besoin particulier, donc, il m'est adressé et il est traité soit en mode projet, soit en change fonctionnel, donc immédiat. Donc, voilà. Donc, j'ai pas de. Moi, mon mode de travail, c'est le mode projet. Voilà. Implémenté sur des périodes moins longues, en fonction des contraintes. Au niveau de vos conditions de travail, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos horaires, de votre lieu de travail? Est-ce que le métier comprend des déplacements? Est-ce que vous travaillez seul, en équipe? Oui, comme je vous ai déjà indiqué, donc le métier d'administrateur système et réseau, en général, c'est un métier solitaire. Donc, vous êtes au mieux deux pour un recouvrement, au pire tout seul. Hein, donc, voilà. Et puis, ça implique des astreintes. Par exemple, la disponibilité des systèmes pose des contraintes de type 24/24, par exemple. Donc les horaires d'intervention, des fois, c'est le week-end ou la nuit. Voilà.
ou la nuit du week-end. Donc, c'est ponctuel. Donc, c'est en mode projet toujours et c'est organisé auparavant. Donc, c'est des astreintes de ce type-là. Ou bien si la société a besoin d'avoir une maintenance régulière au niveau de quelque chose, voilà, on est à la demande du client, donc disponible quand il le faut. Donc, par exemple, quelques fois par an, il y a des astreintes en week-end ou des fois tard le soir, voilà, pour ne pas impacter le fonctionnement des systèmes et des réseaux. Parce que c'est des services qui sont offerts après, soit en interne, soit à l'externe. Donc, par exemple, des services web qui sont offerts à l'externe ou en interne, des systèmes pour le métier. Voilà. Donc, il y a des contraintes de disponibilité, fortes, très fortes en fait. Donc, un métier effectivement qui a ces contraintes-là et qui demande une grande flexibilité au service du client. Complètement. Au niveau de la formation, donc vous nous avez parlé de votre formation au départ. Est-ce qu'il y a d'autres voies d'accès? Est-ce qu'il est possible de se reconvertir à ce métier quand on a déjà commencé une carrière professionnelle? C'est une très très bonne question. Je sais qu'il y a des formations en réseau et système, donc il y a plein d'organismes de formation qui en offrent. Donc moi je vous ai parlé de mon parcours qui peut être aussi différent, donc un parcours soit universitaire, soit d'école d'ingénieur par exemple, ça dépend de ce que vous visez. Puis vous avez le niveau plus technique en formation, par exemple sur 1 an ou sur 2 ans ou en alternance éventuellement, qui est également offert. Donc pour un poste plus spécifique. Donc oui, tout à fait, ça existe. Ouais. Donc ça dépend le niveau du poste visé en fait. C'est en fonction des exigences de l'entreprise. Donc des fois il y a des entreprises qui ont des exigences de formation auparavant et d'autres n'en ont pas. Donc ça dépend fortement des exigences et puis ça quelque part ça détermine le salaire aussi. Et justement pour répondre à ces exigences et aux contraintes du métier, est-ce que vous auriez un conseil ou plusieurs à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans cette voie? Bah, il faut aimer travailler en solitaire d'abord et il faut quand même que quelque part qu'on soit passionné euh, par le côté système, voilà, qui est fortement présent côté réseau. C'est quelque part une passion en fait. Hein. On peut pas, si on se reconvertit en mi-parcours professionnel, ça peut marcher hein, si on a toujours été passionné. Voilà, c'est quelque part un métier qui est animé par la passion. Voilà. Il faut aimer travailler. Donc il y a moins le côté relationnel. Bon, il y a quand même le côté relationnel parce qu'on a quand même des clients et puis on a des services à fournir, mais il est assez basique. Donc là, c'est plus l'interaction entre l'humain et la machine. Donc il faut aimer avoir cette interaction-là. Donc c'est un peu un métier solitaire. Donc ce qui peut être un avantage pour certains, un inconvénient pour d'autres. Hein. Voilà. C'est plus axé sur le technique que sur le relationnel. Après, ça peut évoluer. Hein. Donc, par exemple, quelqu'un qui fait de la sécurité comme moi peut évoluer pour un poste de RSSI par la suite. Hein. Donc, qui est plus un poste voilà, de juridique, de politique, donc qui s'éloigne un peu du technique. Voilà. D'accord. Qui est plus sur le relationnel. Sur la partie embauche, recrutement, quels soft skills vous paraissent nécessaires pour convaincre un recruteur lors d'un entretien? Vous pouvez préciser le terme soft skills? Oui, pardon. Alors, les soft skills, c'est ce qu'on appelle les compétences douces. Donc, vous Oui, avez oui, les compétences un peu dures qui sont la technique, la partie connaissance des réseaux. Soft skills, c'est les compétences, comme par exemple le fait de pouvoir travailler en solitaire. Ça, c'est une soft skill. Est-ce D'accord, qu'il y en ok. a d'autres? Je ne voyais pas comme ça, mais. Savoir-être, exactement. Ok, non, il faut être disponible. Hein. Des fois, le métier est contraignant de par ses horaires. Donc, s'il y a un problème sur les systèmes, il faut être disponible pour intervenir. Surtout si on est tout seul sur le poste, là, il n'y a aucun choix possible. Hein. Donc, c'est soit ça, soit il n'y a plus personne qui travaille derrière. Donc, l'impact d'un dysfonctionnement est très grand. Donc, ça peut toucher toute l'entreprise. Et ça se chiffre vite après en termes financiers. Donc, il faut se rendre disponible. Ça, c'est pas toujours évident quand on n'a pas de binôme, entre guillemets, ou quand on a des contraintes familiales, ou voilà, c'est assez compliqué des fois.
C'est moi, c'est pas intéressant mon ce que cas. vous dites. Donc, mais je sais que c'est pas facile. Donc, des fois, voilà, on travaille la nuit, des fois. Donc, c'est jamais agréable de travailler la nuit. Il y en a d'autres qui aiment ça, mais d'autres n'aiment pas ça. Hein, voilà. Après, voilà, voilà, c'est important le relationnel, mais c'est pas la première exigence. Voilà. Il faut quand même répondre aux demandes, mais il faut pas chercher un côté relationnel. Donc, après, il faut savoir expliquer et être formateur. Donc, parce que des fois, on impose des contraintes techniques qu'il faut expliquer aux différentes personnes. Donc, si vous avez une contrainte technique, il faut l'expliquer pour la justifier. Donc, il y a quand même un côté formateur qu'il faut avoir dans ce métier pour transmettre aux gens les différentes contraintes et les justifier. Voilà, c'est dans ce sens-là. Parce que c'est jamais évident de dire non, c'est pas possible. Ça, il faut quand même avoir quelques arguments derrière. Ce que vous venez de dire sur la disponibilité nécessaire et le fait que, effectivement, s'il y a un bug, ça peut impacter le fonctionnement de toute l'entreprise, ça m'évoque une question supplémentaire. Est-ce que c'est un métier que vous diriez stressant? C'est un métier très, très stressant. Ça, bon, on est quand même responsable, mais on n'est pas le responsable, par exemple, de la sécurité ou de la production, mais on est quand même responsable de tout ce qu'on fait en termes techniques. Hein, donc, l'erreur humaine peut être grave en termes financiers derrière. Donc, c'est quand même stressant. Il y a quand même du stress. Donc, oui, il faut savoir gérer des situations de stress. Hein. Je pense que c'est évident, mais voilà, je l'explicite quand même. Et merci de le faire. Mais pour moi, c'est bon. Au niveau des questions, on va passer aux questions du public avec celle de Nathalie qui nous dit j'ai entendu qu'être une femme dans ce métier pouvait être difficile, puisque apparemment ce serait un métier essentiellement masculin. C'est quoi votre opinion sur le sujet, Victor? J'ai pas d'opinion particulière. C'est pas axé au métier de femme. Enfin, je vous ai dit, hein, c'est vraiment un métier technique. Est-ce que, par exemple, une femme a envie de faire un métier technique? Je sais pas. C'est un peu, de nos jours, par exemple, les femmes veulent faire médecine, par exemple. Je sais pas. Voilà. Est-ce que si c'est juste, c'est la passion en fait. Donc la personne doit être passionnée par le technique. Donc si la personne est passionnée par le technique, ça n'a aucune importance. Après, je ne peux pas dire si la rémunération est la même chez les deux sexes. Hein, je ne peux pas vous dire. Donc pour le même travail, ça je ne sais pas. Mais ce qui est sûr que ça n'a aucune importance. Si vous êtes bon techniquement, ça n'a aucune importance. Voilà. Femme ou homme, c'est exactement pareil. Mais il faut être animé par le technique. Donc, statistiquement, je pense qu'il y a plus d'hommes qui sont animés par le technique que de femmes. C'est juste les statistiques, c'est pas moi. Hein. Donc, et par contre, j'allais finir par ça. J'ai des collègues dans des boîtes voisines hein, que je connais, avec lesquelles je travaille très bien. Donc, il y en a beaucoup moins. Ça, c'est voilà, statistiquement, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est à vous de me l'expliquer. C'est vrai que pour y travailler au niveau de la mêlée et d'ailleurs avec Pôle emploi sur l'inclusion de plus de femmes dans les métiers du numérique, c'est vrai qu'aujourd'hui les femmes sont sous-représentées, mais au niveau des compétences, en fait, tout le monde a la capacité de faire le métier qu'il souhaite et justement beaucoup d'acteurs œuvrent pour qu'aujourd'hui on ait plus de mixité avec toute la richesse qui s'ensuit. La vraie question, c'est est-ce qu'à compétences égales, on a le même salaire? Ça, c'est la seule vraie question, je pense. Hein. C'est une question, effectivement, également. Voilà. On passe à la question suivante. Donc, sans aucune expérience professionnelle dans ce domaine, mais avec une formation, est-ce que vous pensez qu'il est difficile de trouver un emploi? Oui, je dirais que oui. C'est assez difficile. Après, il faut persévérer. Donc, mais c'est un peu le même combat qu'à la fin des études. C'est pour ça que j'ai insisté sur le stage de fin d'études. Parce que c'est vraiment le point d'entrée en entreprise, en fait, le stage de fin d'études. Pour ma formation, en tout cas. Donc, si la formation inclut un stage en entreprise, par exemple, je pense que c'est un gros avantage. Donc, avec une embauche éventuellement à la clé derrière, je pense que là, c'est intéressant. Par contre, c'est juste une formation théorique où je pense que c'est très, très difficile. Ouais. Donc, il faut chercher le point d'entrée naturel dans l'entreprise qui passe en général par des stages. Voilà. Donc, finalement, difficile, mais pas impossible à qui le veut vraiment. Non, clairement pas. Parce que, voilà, j'insiste, il faut persévérer. Et vous aurez de la preuve vivante. Oui.
faut persévérer. Est-ce qu'il est possible de pratiquer le télétravail dans votre métier? Moi, je ne télétravaille pas, sauf pendant les confinements, hein, parce que voilà, on n'a pas le choix. Mais c'est vraiment une politique d'entreprise. Donc, j'ai des collègues qui n'ont jamais travaillé depuis mars dernier en présentiel, hein. Donc, je pense que c'est un des métiers où on peut télétravailler, en fait, sans problème. Moi, je télétravaille de manière non officielle depuis 10 ans. Voilà. Mais officiellement, je ne télétravaille pas. Donc c'est des interventions ponctuelles ou pendant la crise sanitaire. Parce qu'on est équipé, on a des PC portables donc pour intervenir, par exemple, dans des data centers. Donc, on est obligé d'avoir notre outil de travail avec nous. Donc, par définition, le poste, c'est un poste de télétravail par définition, parce qu'on est mobile. Notre outil de travail, il est mobile, en fait. Donc, s'il y a un domaine où on peut télétravailler, c'est bien l'informatique et en réseau et sécurité, il n'y a aucun souci. Sauf en cas d'intervention, comme j'ai déjà insisté, intervention matérielle sur site. Là, vous n'avez pas le choix. Si vous avez une intervention matérielle, il faut être sur site, présent à un horaire donné et intervenir sur des équipements. Voilà. C'est les seuls moments de présence nécessaires. Voilà. Très bien, merci. Merci beaucoup pour ce témoignage et ces retours très utiles. J'espère que c'est utile. Ouais. Et je n'ai pas découragé quelqu'un, surtout. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Je ne pense pas. N'hésitez pas. Vous avez encore 2 petites minutes. Donc, je tenais déjà à vous remercier les intervenants, donc Monsieur Niem et Monsieur Bozadiev, pour vos 2 témoignages et 2 métiers complètement différents pour le coup. Un où on a besoin de compétences relationnelles et un plutôt plus solitaire, je dirais. Très solitaire. C'est important d'avoir vos témoignages aujourd'hui et de pouvoir informer nos publics sur ces métiers-là. Donc, merci à vous d'avoir participé à ce webinaire. Pour aller plus loin, j'invite les internautes à consulter nos offres d'emploi via pôle emploi.fr, puisque nous avons de nombreuses offres d'emploi sur ces 2 métiers, qui sont en manque de candidats aujourd'hui. Et je rappelle aussi qu'il y a de nombreux événements à venir sur la semaine du numérique. Nous avons encore des ateliers découvertes de métiers pour tous, mais aussi pour les jeunes. Nous organisons aussi des sprints de recruiting, des job dating. Donc, les programmes, vous pourrez les retrouver sur pôle emploi.fr et ils sont bien différents d'une région à l'autre. Donc, vous l'avez vu, là, on l'a fait de façon dématérialisée. C'est l'avenir. Donc, vous pouvez très bien participer à des événements hors région aussi. Et il me semble que Amandine, on revient sous ce même format. Et tout à fait. Et encore merci à Pôle emploi, à vous Fanny, à Fabienne Boucher, Joseph Sanfilippo d'avoir organisé cette semaine des métiers du numérique et de nous avoir conviés sur ce webinaire. On sera ravis de mettre en place ce type de format pour aller parcourir et faire découvrir d'autres métiers du numérique à travers les Vie Mon Métier, donc la mêlée Pôle emploi. Merci et excellente journée. Et encore merci à vous intervenants qui êtes là malgré vos potentielles urgences sur le lieu de travail. Merci à vous aussi, la mêlée. Merci. Sur un nouveau sujet. Bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir. Au revoir.